Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'on peut commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette seconde rencontre du cycle Le Temps des Archives, initié par l'INA, avec la participation du MUCEM, que je remercie de nous accueillir dans cette très belle salle, et en relation avec la journée qui se tiendra demain, toujours au MUCEM, mais également en ligne, si vous ne pouvez pas venir, sur le thème de l'urgence climatique en Méditerranée et nous, qui est organisée par la mission interdisciplinarité et le Conseil du climat de l'Université d'Aix-Marseille. Cette rencontre est la seconde d'une série de 4. Il y en aura 2 autres au mois de mai, dont je vous dirai un petit mot à la fin de notre rencontre. Alors, pour nous éclairer sur le thème d'aujourd'hui, le climat, le citoyen, agir ou observer, nous avons la chance d'avoir avec nous Paloma Moritz, journaliste, réalisatrice, qui est responsable du pôle écologie de Blast, c'est ça? Blast, oui, qui est un média en ligne dont vous pouvez voir les reportages sur YouTube, entre autres. Paloma, d'abord, est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on parle mieux d'écologie en dehors des grands médias? Pardon de ne pas vous mettre dans un grand média, mais la presse écrite qu'on achète, les chaînes de télévision. Pourquoi? Est-ce que je me trompe ou pas d'abord? Ah bah vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs un problème. On le voit notamment dans cette campagne présidentielle. Il y a une enquête qui a été faite récemment, enfin des sondages sur ces questions-là, une étude, pardon, qui montre que par exemple les questions climatiques n'occupent que moins de 3% du temps médiatique de cette présidentielle. Et en fait, on voit, on l'a vu au moment de la sortie du second volet du 6e rapport du GIEC, dont j'imagine on va parler un petit peu ce soir, que la couverture médiatique par les grands médias a été quasi nul en fait, c'est-à-dire qu'il y a certains journaux télévisés qui n'en ont pas du tout parlé, et c'est quand on va sur les médias indépendants qui commencent à être des gros médias, puisque Blast, voilà, on a près de 500 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, et on a des audiences qui sont de plus en plus importantes, mais qui ne sont évidemment pas encore celles de BFM TV, mais ça viendra. Et en fait, on voit que ce ne sont que les médias indépendants qui se sont saisis de ce rapport, qui ont fait des interviews avec des auteurs, qui en ont parlé, etc. Et ça, c'est extrêmement problématique, parce que évidemment qu'il faut que les grandes chaînes de télévision se saisissent aussi de toutes ces nouvelles données qu'on a. En plus, c'est un rapport absolument passionnant. Il y a plein d'angles différents pour en parler. Et donc voilà. Mais oui, en réalité, aujourd'hui, l'urgence écologique est bien mieux couverte par les médias indépendants que les grands médias traditionnels. Ok, merci. On y reviendra plus tard. Et puis avec nous, donc, François Gemène. Bonsoir. Bonsoir François. Vous êtes chercheur, enseignant à Sciences Po Paris, à Paris 13, et aussi membre du GIEC. Alors le GIEC, tout le monde a le mot dans la tête, on en parle pour le coup tout de même un peu dans tous les médias. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un curieux animal. C'est un groupe de scientifiques, à peu près 2000 scientifiques, qui viennent de toutes les régions du monde et qui viennent de disciplines très différentes et qui sont mandatés par les Nations Unies pour produire des rapports, comme celui que nous venons d'évoquer à l'instant, rapports qui sont censés, quelque part, établir une certaine forme de consensus scientifique sur notre connaissance du changement climatique et de ses effets. Donc concrètement, le GIEC est divisé en 3 groupes de travail qui produisent chacun un volet du rapport. Le premier groupe est consacré essentiellement à la mesure des émissions et au modèle climatique d'évolution des températures. Le second groupe, qui vient de publier son rapport il y a donc 15 jours de cela, le second groupe est consacré à la question des impacts, de la vulnérabilité et de l'adaptation à ces impacts. Et le troisième groupe, qui publiera son rapport le 4 avril prochain, est consacré aux solutions de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'il y a à peu près 700 auteurs par groupe de travail qui sont répartis en différents chapitres. Et notre rôle, c'est de passer en revue toute la littérature scientifique sur le sujet et de la synthétiser dans un document qui soit aussi compréhensible et surtout aussi consensuel que possible. Et donc le paradoxe, c'est que autant les rapports du GIEC ont l'air souvent parfois un peu alarmants et dramatiques, ils sont en réalité très prudents et très conservateurs par rapport à la science, puisqu'on ne retient que les travaux qui font consensus dans la communauté des chercheurs. Et puis ensuite, ces rapports sont approuvés formellement par les gouvernements.
Et c'est ces rapports qui, en principe, doivent servir de base aux négociations climatiques d'abord, et puis aux politiques publiques qui seront prises en la matière. L'idée, c'est vraiment de formaliser le consensus scientifique sur ces sujets. Merci. Alors, comme cette rencontre s'appelle Le temps des archives, nous allons regarder une première archive qui date de 1970. Il s'agit de l'extrait d'un magazine réalisé à l'occasion de la création de la Direction générale de la protection de la nature, l'ancêtre peut-être du ministère de l'écologie, et qui était, c'est intéressant, peut-être qu'on pourra y revenir plus tard, rattaché au ministère de l'agriculture. Voilà, voyons, regardons déjà ces premières images. Pourquoi en 1970 ce besoin subit en Europe et en France de protéger le milieu naturel? Notre civilisation deviendrait-elle anti-nature? L'homme courrait-il un danger quelconque? Ou bien le hippie à la chevelure ou à la barbe fleurie influencerait-il ceux qui ont charge des peuples? La fumée d'une usine d'aluminium à la porte d'une ville, l'espace vert que l'on supprime pour construire un immeuble, la chaise traînée sur le plancher et qui résonne chez le voisin, les détritus de telle papeterie qui se déversent dans une rivière, le sapin que l'on coupe n'importe où ou l'oiseau que l'on tue sans raison, voilà le danger. Espaces verts dans les villes, bois communaux, parcs régionaux ou nationaux, sites naturels sauvegardés, certaines réalisations actuelles sont, paraît-il, de tristes symboles, rentables à court terme, catastrophiques pour la civilisation de demain. Et si déjà la nouvelle Direction générale de la protection de la nature vient de créer 10 nouvelles réserves de faune et de flore, d'étudier le réaménagement des terrils du Nord, c'est parce qu'il y a urgence. Le respect de la nature n'a jamais été très profond chez les Latins que nous sommes. Tout le monde n'est pas convaincu que notre civilisation mécanisée, bruyante et harassante doit comporter des zones urbaines réglementées et des zones de repos et de silence dans lesquelles, par la pratique de gestes simples et millénaires, une jeunesse dont le désarroi nous surprend puisse retrouver un équilibre psychique. Alors, à un moment dans le reportage, le journaliste dit « il y a urgence ». Discours étonnant, parce qu'en 1970, l'écologie, on n'en parlait quasiment pas. Vous êtes surpris quand vous voyez ce type de choses? Il y a une date où vous n'étiez pas encore né? En effet. Pas tant que ça, finalement, parce qu'on ne parlait pas d'écologie en 1970, mais on savait déjà très bien, en fait, que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre était en train de dérégler le climat, et notamment aussi, en fait, que le modèle économique qui était en train de se développer, après les 30 Glorieuses, etc., était un modèle dopé aux énergies fossiles qui provoquait, en fait, des destructions de la planète. Et je pense notamment au rapport Meadows, qui a fêté ses 50 ans la semaine dernière. Donc c'est un rapport qui est sorti en 1972, donc 2 ans après ce reportage, et qui parle de Denis et Daniela Meadows, et qui parle des limites à la croissance, et qui explique qu'en fait on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini, et qu'à un moment dans notre civilisation, si on continue à utiliser des ressources pour croître, il va y avoir un moment d'effondrement. Et ce rapport est sorti, et en fait très peu de personnes en ont parlé. Il n'y a pas longtemps, il y a aussi eu le scandale Total qui disait que l'entreprise Total était au courant depuis 1973 que ses activités étaient responsables du réchauffement climatique, et a pourtant continué et en a bien profité. Donc on savait très bien. Maintenant, je pense que oui, le grand public savait peut-être moins, mais quand on regarde par exemple le mouvement hippie dans les années 70, il y avait beaucoup de choses sur justement la protection de la planète et le rapport au vivant. Alors François, comment peut-on expliquer que, alors que certaines personnes savaient, même un pauvre journaliste là savait, pourquoi on n'a rien fait? Et pourquoi la population ne s'est pas mobilisée, n'entendait pas ce discours? Je dirais d'abord qu'il a fallu longtemps pour qu'on considère que l'environnement soit un objet de politique. Ce qui est impressionnant, c'est que au moment où le reportage est diffusé en 1970, il n'y a pas encore de ministère de l'environnement, par exemple. On ne considère pas que l'environnement est un objet politique à administrer
le premier ministère de l'Environnement sera créé en France en 1971, l'année d'après, et ça sera un secrétariat d'État à la culture et à l'environnement. Alors pardon, je vous coupe, mais est-ce qu'il y a des pays dans lesquels il y avait déjà à l'époque, à votre connaissance, des ministères de l'environnement? Non. Plus préoccupés? C'est-à-dire, la France n'est pas le premier, mais il va y avoir, au début des années 70, une sorte de vague assez massive de création de ministères de l'environnement dans à peu près tous les pays industrialisés. Aux États-Unis, c'est en 73 qu'on va créer l'Agence de protection de l'environnement. Et vraiment, il va y avoir, au tournant des années 70, il va y avoir une série d'événements qui vont quelque part sensibiliser les populations à la nécessité de commencer à gouverner l'environnement. Il y a évidemment le rapport Meadows que Paloma a cité. Il y a aussi les premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969 qui vont représenter un tournant dans notre conscience de la fragilité de la Terre. Parce que sur la Lune, ils ne font pas que marcher, ils vont aussi prendre cette photographie très célèbre de la Terre où on voit la Terre qui est un minuscule point bleu entouré de noir et entouré d'un vide sidéral. Et évidemment, on est habitué aujourd'hui à voir ce type de photographie aérienne de la Terre, mais à l'époque, c'était une des premières fois que les populations voyaient que la Terre sur laquelle ils habitaient était en fait ridiculement petite et entourée d'un grand vide. Et donc, il y a une sorte de prise de conscience de la fragilité de la planète sur laquelle nous habitions. Et tout ça va un peu précipiter les choses. En 1972, première conférence de l'ONU à Stockholm sur ce qu'on appelle l'environnement humain. Et donc, c'est à partir de là que les choses vont commencer à se mettre en place. Pourquoi est-ce qu'il a fallu tant de temps? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'on a longtemps perçu les questions d'environnement comme étant tout à fait secondaires par rapport à d'autres problèmes qui apparaissaient plus urgents, plus importants. Parce que dans les années 70, les questions d'environnement, il faut pouvoir le dire, restent largement une préoccupation de la droite, qui va y voir une sorte de prolongement de son logiciel conservateur. On est encore très fort dans une logique de conservation de la nature. Et la gauche, au contraire, va largement voir ces questions de protection de l'environnement comme une préoccupation bourgeoise de nature à arrêter le progrès de l'industrie et de la société. Et donc il va y avoir dès le début une sorte de clivage qui va s'inverser par la suite quand le logiciel de la droite va devenir un logiciel néolibéral plutôt qu'un logiciel conservateur. Également le fait qu'on va sans doute percevoir les impacts du changement climatique ou les atteintes à la biodiversité comme quelque chose qui ne nous touche pas directement, comme quelque chose qui est un peu étranger à nous, qui mérite effectivement qu'on s'y attarde, qu'on s'en préoccupe, mais pas comme quelque chose qui va nous toucher directement. Et puis aussi le fait qu'on va rester prisonnier dans le logiciel des années 60, c'est-à-dire un logiciel fondé sur une idée de croissance, et que donc la protection de l'environnement va apparaître comme un frein, un handicap par rapport à cette logique de croissance qui va prédominer pendant toutes les années 80 et 90 et 2000. Alors, Paloma, est-ce qu'on n'avait pas aussi un problème avec le fait qu'on avait des rapports et que ça ne parlait pas au très grand public et comme le disait François, on ne sentait pas chez soi les problèmes monter comme on les voit aujourd'hui? La question des rapports, elle est intéressante, mais en fait, ces rapports, tout dépend aussi de la façon dont on s'en saisit. C'est-à-dire que ces rapports invitent les politiques à s'en saisir, ce qui n'a pas été fait à l'époque, et invitent aussi les médias à s'en saisir. Au moment où le rapport Meadows est sorti, Denis Meadows s'attendait à ce qu'il se disait « mais là, je suis en train de donner une information au monde qui est tellement capitale, évidemment que ça va être repris partout. » Et rien. Et justement, est-ce que on n'avait pas le sentiment que c'était exagéré? Parce que on nous prévoit un peu l'apocalypse, on dit non, c'est pas possible, on ne veut pas le voir. C'est aussi un des sujets par rapport à l'urgence écologique, c'est que d'une certaine manière, je pense que oui, il y a beaucoup de personnes qui se disent, on a parfois du mal à y croire, on se dit ça nous dépasse tellement, c'est tellement vertigineux ces questions et c'est tellement complexe. Et c'est aussi des questions qui nous invitent en fait à poser de nouvelles lunettes sur le monde, à vraiment changer de logiciel, que oui, il y a quelque chose de vertigineux. Et en même temps, à l'époque, aujourd'hui, de toute façon,
façon, on est là, on va pas revenir en arrière. Mais en tout cas, à l'époque, ça aurait pu, si ça avait été fait, ça aurait pu être intéressant aussi, parce qu'on voit bien que, en fait, aujourd'hui, on est aussi dans une forme d'urgence qui fait que les marges d'adaptation et les marges de manœuvre ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est ce qu'explique très bien le deuxième volet du 6e rapport du GIEC, qui parle beaucoup d'adaptation et qui dit que voilà, il va y avoir des limites à l'adaptation. Et en fait, il y a certains endroits où justement on ne pourra plus s'adapter. Il va y avoir des déplacés climatiques, il va y avoir tout ça. Et en fait, si à l'époque on s'était dit bon bah on saisit vraiment le problème à bras le corps, ça aurait été différent. Et je pense qu'il y a en fait tout un récit à faire autour des rapports. C'est-à-dire que les rapports nous disent des choses, ce sont des données, et ensuite la question c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et typiquement par rapport à l'urgence écologique, ce qui est intéressant, c'est aussi, je pense, le pouvoir que ça peut donner à beaucoup de gens qui aujourd'hui se disent qu'ils ont un sentiment d'absurdité avec le monde, avec la société dans laquelle on est, qui ne fait que prôner le fait d'avoir comme l'alpha et l'oméga du bonheur, d'être dans la surconsommation permanente, etc. Et il y a plein de personnes qui sentent ça. Et en fait, quand on parle de l'urgence écologique, qu'on explique justement à quel point notre système est en train de marcher sur la tête, eh bien, finalement, ça fait sens. Et donc, à partir de là, on peut avancer, à partir de là, on peut débattre et se dire comment est-ce qu'on va aller vers une société plutôt de l'être que de l'avoir. Et ce qui est intéressant, pardon pour terminer, c'est qu'en fait, dans les années 70, c'est un discours qui a été présent. Cette question de comment est-ce qu'on retrouve une reconnexion au vivant, comment est-ce qu'on retrouve du sens dans nos vies, etc. Et on ne veut pas aller vers ce progrès et cette déconnexion entre nature, culture, etc. Et en fait, par exemple, aux États-Unis, le premier jour du sommet de la Terre, il y a eu des millions de personnes qui sont allées marcher. Et c'est dingue de se dire ça aujourd'hui, et de se dire il s'est passé 50 ans, et finalement, rien ne s'est passé. Et je pense que c'est aussi en grande partie lié à un certain nombre de personnes qui avaient absolument, comme par exemple Total ou plein d'autres multinationales, qui ont vraiment organisé le climato-scepticisme, en fait, et qui ont créé ce débat, cette espèce de faux débat entre c'est vrai, c'est pas vrai, le réchauffement climatique, et donc nous ont fait perdre aussi énormément de temps. Il y a eu une vraie opportunité manquée aux États-Unis dans les années 70, ou au début des années 70, il y a toute une série de lois assez révolutionnaires pour l'époque qui sont promulguées par Richard Nixon, qui était en fait un grand président environnementaliste. Aujourd'hui, on le retient surtout pour le scandale du Watergate, oui. Mais en fait, c'est un président qui a fait énormément pour la protection de l'environnement aux États-Unis. Les lois sur la protection de l'eau, sur la protection de l'air sont promulguées par Nixon. Un peu après, Jimmy Carter va commander aux scientifiques américains un rapport tout à fait important sur le changement climatique. Et tout ça va être balayé par l'arrivée du néolibéralisme, et Ronald Reagan va enterrer tout ça, alors qu'il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis dans les années 70. Effectivement, on aurait pu agir dès ce moment-là, dès le début des années 80, sans doute. Il y avait la possibilité de faire vraiment quelque chose, en tout cas notamment pour le changement climatique. Mais est-ce que c'était pas plus simple, justement, de croire que, vous savez, comme dans les films américains, justement, à la fin, tout s'arrange, donc ça allait s'arranger? Sans doute qu'il y a eu cette idée de minorer l'importance du changement climatique, de penser que, quelque part, rien de ce que nous pouvions faire dans le monde n'allait avoir un impact vraiment durable sur la Terre. Et on était encore dans une logique où on voyait de façon très disjointe la Terre, l'astre céleste sur lequel nous habitions, gouverné par les lois de la physique, de la chimie et de la biologie, et le monde, en quelque sorte, l'organisation politique et sociale de la Terre, qui était, lui, gouverné par les lois des sciences humaines et sociales. Et on a longtemps vécu en imaginant que c'était deux entités disjointes et qu'en quelque sorte, nous étions complètement invulnérables aux catastrophes naturelles et que le progrès technologique allait triompher de toutes les limites de la planète, et qu'à l'inverse, rien de ce que nous pouvions faire dans le monde n'allait vraiment avoir une empreinte durable sur la planète. Et c'est pour ça que les scientifiques sont arrivés plus récemment avec le concept d'anthropocène, c'est-à-dire une nouvelle période géologique dans laquelle nous serions entrés et qui serait marquée par l'empreinte humaine sur la planète, pour dire que précisément, nous ne pouvons plus aujourd'hui considérer la Terre et le monde comme étant deux entités disjointes. Et si effectivement on n'a pas consacré l'attention et l'importance qu'il aurait fallu à ces questions d'environnement, c'est parce que nous considérions que, quelque sorte, nous vivions dans un monde à part, que nous étions littéralement hors sol au sens propre du terme, et que rien de ce que notre civilisation pouvait faire n'allait avoir une empreinte durable sur la planète. L'Anthropocène nous dit que c'est tout le contraire.
Alors tout à l'heure, Paloma, vous parliez des politiques et l'environnement. Alors justement, je vous propose que nous regardions une autre archive où vous allez entendre René Dumont. C'était en 1970 à nouveau. Pour la première fois, il y avait un candidat écologiste aux élections. Et pour ceux qui l'ont vécu, qui l'ont vu, c'est une image qu'on n'a pas oubliée. Et même ceux qui ne l'ont pas vécu en direct live se souviennent sans doute de l'image. Ensuite, vous allez voir Jacques Chirac sur une phrase forte qui est toujours liée au président Chirac, qu'il a prononcée lors d'un discours en Afrique du Sud, à un sommet mondial sur le développement durable. Et puis, pour finir, justement, sur le côté climato-sceptique, et c'est une interview récente, puisqu'elle date de 2010, de Claude Allègre, qui était connu justement pour ses doutes sur l'impact de l'homme sur la réalité du réchauffement climatique. Nous allons donc regarder ces trois extraits de Sonore. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Moi, mon opposition, c'est pas... Je ne suis pas pour les dégagements de CO2, je pense que ça acidifie l'océan, je pense qu'il faut économiser l'énergie. Mais surtout, est-ce que c'est la priorité? Dans un espace européen dans lequel il y a 25 millions de chômeurs, dans un monde dans lequel il meurt un enfant toutes les 6 secondes, dans lequel il meurt de manque d'eau 10 000 personnes par jour, est-ce que la priorité, c'est de se préoccuper du climat dans un siècle avec une incertitude terrible, en plus d'une augmentation de 2 degrés? Je pense que le monde est tombé sur la tête. Ceux qui sont rentrés dans cette chose-là, le résultat, c'est que ça accroît la différence entre la Chine, l'Inde, la Corée, le Brésil, qui ne s'occupe pas de ça, et puis l'Europe qui s'occupe de ça. Les États-Unis vont laisser tomber parce qu'ils ont vu où était leur intérêt. Alors pardon, tout d'abord, j'ai fait une erreur, vous avez sans doute rectifié si vous avez lu ce qui était marqué sur l'écran. Monsieur Dumont, c'était 74 et pas 70, ce qui n'était pas une année d'élection présidentielle. Paloma, je vous voyais tourner la tête un peu énervée quand vous entendiez Claude Allègre. Il y a de quoi, oui. Discours qui a fait mal à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on ne tient plus des discours comme ça. Alors malheureusement, aujourd'hui, si, on entend encore des discours comme ça. C'est peut-être un petit peu plus pernicieux que ça, mais pas tant. C'est-à-dire que sur CNews, on peut encore entendre des climato-sceptiques, enfin des personnes climato-sceptiques qui sont invitées sur des plateaux. Moi, je vérifiais par exemple les audiences de cette émission. C'est une émission qui a été vue par plus de 400 000 téléspectateurs. Et c'est arrivé plusieurs fois. Il y a par exemple Valérie Masson-Delmotte, qui est climatologue du groupe 1 du GIEC, qui a fait un signalement au CSA à ce moment-là. Donc non, malheureusement, c'est encore des discours qu'on peut entendre, que ce soit dans la population française, même si c'est pas tout le temps, mais ça arrive. Et il y a des chiffres qui montrent qu'il y a encore une partie de la population française qui est climato-sceptique. Et c'est des chiffres... et c'est aussi une sorte de discours qu'on peut entendre, en fait, cette idée de « ce n'est pas la priorité ». Et en fait, encore une fois, le rapport du GIEC et la plupart des rapports scientifiques montrent que si on ne pense pas toute la politique d'un pays à partir de l'urgence écologique, on est foutu. Et en fait, que l'urgence écologique a des impacts à la fois sur les inégalités sociales, les inégalités de genre, sur les minorités, et que
finalement, si on ne règle pas ce problème-là, il va y avoir de plus en plus de pauvreté, il va y avoir de plus en plus de drames humains, etc. Donc de dire ce n'est pas la priorité, on a pu entendre ça même là avec la guerre en Ukraine, de dire oui, non, mais on ne parle pas d'écologie dans cette campagne, il faut parler de la guerre en Ukraine. De quoi parle la guerre en Ukraine? D'indépendance énergétique et de souveraineté alimentaire. Enfin, ce sont les questions qui sont posées aujourd'hui par la guerre en Ukraine, puisque l'Ukraine et la Russie sont les plus gros exportateurs de céréales. Donc on parle de ces sujets-là et on commence à le réaliser. Et d'ailleurs, sur TF1 cette semaine, on a bien vu que les candidats ont enfin eu des questions qui étaient liées à l'urgence écologique parce qu'il y avait cette guerre en Ukraine-là. Donc pour terminer, ce que je trouve en fait assez dangereux, c'est d'avoir ces discours-là qui sont encore présents et cette idée en fait qui n'est pas encore passée. Et alors qu'on voit bien que voilà, René Dumont en 1974 nous alertait déjà de dire en fait voilà, il faut penser l'organisation de notre société à partir de cette urgence. C'est un défi de taille, c'est un défi qui peut être absolument passionnant parce que tout est à réinventer, tout est à repenser et qu'il y a plein de personnes qui ont pensé, donc on peut aussi récupérer leurs travaux et avancer à partir de là et donc ne pas perdre de temps avec ces discours-là. Et les pendants de ces discours-là actuels, qui sont pour moi ce qu'on appelle le climato-relativisme ou les climato-rassuristes, donc les personnes qui vont dire, par exemple, la France, c'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre, donc ne faisons rien, etc. Mais on pourra revenir sur cette idée. Si je peux dire un mot de Claude Allègre et des images qu'on a vues, c'est effectivement, le discours de Claude Allègre est un discours qui a fait énormément de mal à la cause du climat. Oui, parce que pardon, je vous interromps encore, mais c'est un scientifique, Claude Allègre. C'est pas uniquement un politique. Claude Allègre, c'est un très grand discours scientifique. Était d'autant plus c'est fort. un très grand géologue. Il est médaille d'or du CNRS. Il a dirigé l'Institut de physique du globe à Paris, qui est un des meilleurs instituts de sismologie au monde. Et effectivement, il était aussi également ministre de la Recherche et de l'Éducation sous Lionel Jospin. Et ce qui fait minorer, quelque part, l'importance du changement climatique à Claude Allègre, c'est aussi une perspective de géologue qu'il a. C'est-à-dire que le changement climatique actuel, à l'échelle de l'histoire longue de la Terre, ce n'est évidemment pas grand-chose. Il y a eu par le passé des changements climatiques de l'ordre de 10-12 degrés. Et là, on est en train de discuter de 2-3 degrés. Et donc, effectivement, c'est infinitésimal à l'échelle de l'histoire longue de la Terre. Donc, lui est dans une forme de relativisation de l'importance du changement climatique. Mais évidemment, ce qu'il oublie de dire, c'est que les changements climatiques passés qu'il a étudiés, c'est des changements climatiques qui se sont produits à l'époque où l'être humain n'existait pas sur Terre. Et ce sont bien les conditions de vie de l'être humain qui sont menacées aujourd'hui. Ce n'est pas évidemment la planète elle-même. Alors, un autre aspect qui est absolument fascinant dans cette histoire, puisqu'on est sur le temps des archives, on peut, j'imagine, commenter un peu les archives, c'est que beaucoup de la position de Claude Allègre tient à une rivalité personnelle qu'il avait avec Haroun Tazieff. Haroun Tazieff est un autre sismologue bien connu du grand public français, et ils étaient tous les deux rivaux à l'Institut de physique du globe. Et chacun représentait une école différente. Tazieff était de la vieille école, c'est-à-dire qui était, il faut bien le dire, pas très scientifique. C'est-à-dire que la méthode de Tazieff était d'aller grimper sur les volcans, d'aller écouter et tâter les volcans pour prédire quand l'éruption surviendrait. Et Claude Allègre, qui était plus jeune que Tazieff, arrive à l'Institut avec des méthodes à l'époque révolutionnaires, c'est-à-dire des modèles sismologiques. Il va installer des capteurs, etc. Et ce sont les modèles qui vont lui renseigner quand la Terre va trembler ou quand les volcans vont entrer en éruption. Et donc, chacun considère l'autre comme une sorte de charlatan. Et leur rivalité va éclater au moment de la question de l'évacuation du volcan de la Soufrière, où, en gros, Tazieff va aller directement sur le volcan et va recommander qu'on n'évacue pas les populations. Et Allègre, depuis son laboratoire à Paris, en regardant les résultats de ces modèles, va au contraire recommander l'évacuation des populations. Et il se trouve que Tazieff, on s'en souvient, était un des premiers lanceurs d'alerte sur la question du changement climatique. On se souvient, c'est une autre séquence que vous auriez passée, où il est tourné en ridicule par le commandant Cousteau, alors qu'il alerte sur le risque du changement climatique. Et donc, beaucoup, quelque part, de la position d'Allègre va se construire à partir de sa rivalité personnelle avec Haroun Tazieff. Et ce qui est fascinant, c'est de voir l'importance que ça a eu dans le débat sur le changement climatique en France, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait, notamment aux États-Unis, d'autres climato-sceptiques qui étaient
très actifs et qui, eux, étaient directement financés par l'industrie des énergies fossiles. Et je crois que l'erreur que nous avons commise, nous, scientifiques, à l'époque, ça a été de répondre aux climato-sceptiques qui niaient l'existence ou l'importance du changement climatique en leur présentant des faits et en leur disant, si vous voyez bien, regardez, le changement climatique est là, il a déjà commencé à produire ses effets. Et l'effet que ça produisait dans le public, de ce débat contradictoire, c'était en fait de semer le doute. C'est-à-dire de convaincre le public qu'il n'y avait pas vraiment de consensus scientifique, qu'il subsistait un débat dans la communauté scientifique. Et en fait, le but des climato-sceptiques, c'était pas du tout de convaincre les gens que le changement climatique n'existait pas. Le but des climato-sceptiques, c'était de convaincre les gens qu'il y avait un doute qui subsistait dans la communauté scientifique. Et donc, plus nous, chercheurs, cherchions à contredire et à répondre aux climato-sceptiques, plus nous induisions le public dans cette idée qu'il subsistait un doute et un débat dans la communauté scientifique. Et donc, nous avons, à notre corps défendant, participé de ce processus de désinformation. Mais il y avait une autre solution. On ne pouvait pas laisser dire c'est un une certain nombre de contre-vérités. Certains collègues ont boycotté les débats et ont dit « je ne débat pas avec des climato-sceptiques parce que c'est rentrer dans leur jeu et chercher à leur donner ce qu'ils obtiennent ». Et il y a eu aussi un problème de la part des médias qui ont parfois cherché à présenter quelque part les deux versions, parfois sur un temps d'antenne équivalent, comme si c'était deux opinions de même valeur ou de même force. Alors, Paloma, justement, parce que les médias sont peut-être un peu responsables, vous prenez aussi un journalisme... si, vous prenez un journalisme militant, d'une certaine manière, un journalisme engagé. De solution. Et est-ce que... Un des problèmes, c'est peut-être que justement, on ne va pas assez vers des solutions. On pose le problème, on dit l'avenir va être dramatique. Est-ce qu'on est suffisamment sur des solutions, justement, d'une manière générale et dans les médias particulièrement? Le terme solution est un peu débattu en ce moment dans les communautés écologistes, etc. Mais bref, en fait, je pense que tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on en parlait un petit peu avant, on passe son temps à dire voilà, les Français sont tout à fait conscients du dérèglement climatique. Donc voilà, il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps en disant que 94% des Français considèrent que le dérèglement climatique est un enjeu capital. Moi, je mettrais un petit bémol à tout ça parce que je pense que oui, évidemment qu'il y a une conscience partagée dans la société française du fait qu'il y a clairement un problème avec le climat, avec l'effondrement de la biodiversité, etc. Mais je pense que la plupart des gens ne sont pas du tout conscients du niveau du problème. Et qu'il y a vraiment un enjeu aussi à expliquer ces questions et à les vulgariser de façon intelligente. Et en fait, de la même manière que, par exemple, on a besoin de comprendre comment notre corps fonctionne à peu près pour être en bonne santé, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, pour être capable aussi de protéger la planète, eh bien, il faut savoir aussi comment elle fonctionne. Et donc, il faut comprendre les sciences du climat. Donc, tout l'enjeu, pour moi, aujourd'hui, dans les médias, c'est à la fois d'expliquer un peu ces grands phénomènes climatiques qui sont en plus passionnants, d'expliquer voilà, l'effondrement de la biodiversité, en quoi la crise de la biodiversité et la crise climatique sont liées, se nourrissent entre elles, etc. Et à la fois d'essayer de penser des voies possible pour l'avenir, en se disant, par exemple, en France, on doit passer de 9 tonnes de CO2 par an par habitant en moyenne à 2 tonnes de CO2 par an par habitant en 2050. Donc on parle quand même d'un changement drastique. Il y a des changements qui vont être structurels, évidemment, mais tout ça va avoir des impacts sur nos vies. Et donc, les médias ont vraiment un rôle à jouer dans le fait de donner la parole aussi à des personnes qui réfléchissent justement à ces voies possibles. Donc comment est-ce qu'on va s'adapter, à quoi vont ressembler nos vies. Pour moi, il y a vraiment un sujet aujourd'hui autour de l'imaginaire, autour de comment est-ce qu'en fait on se projette dans une société. Voilà, on parle tout le temps de la neutralité carbone, ça ne parle pas à grand monde parce que c'est un terme un peu barbare, mais bon voilà, mais comment est-ce qu'on se projette dans une société dans laquelle on a réussi à faire face à ce défi, ou du moins on a réussi à peu près s'adapter, à faire en sorte d'avoir le moins de risques possible, etc. Et ça, en fait, les médias et les acteurs culturels, en fait, de façon générale aussi, moi je pense à la fiction, à tout ça, eh bien, ont un rôle mais déterminant à jouer là-dessus. Et même le GIEC le dit dans son dernier rapport, que les médias ont un rôle à jouer dans à la fois le fait de créer des prises de conscience, mais aussi de préparer la population à ce qui va arriver. Oui, mais justement, je rebondis là-dessus. Alors, vous parliez de 9 tonnes, 2 tonnes. Ça ne me parle pas du tout. Est-ce qu'il ne faut pas le dire de manière plus
pratique, Bien simple. sûr. Bah, c'était pour donner un ordre de grandeur, mais après, je peux vous dire par exemple que dans la plupart des rapports prospectifs, la consommation de viande moyenne, elle est divisée par 2 ou 3, que les habitats vont être beaucoup plus partagés, que on va beaucoup moins prendre la voiture individuelle, qu'il faut absolument développer les transports en commun et qu'ils soient gratuits, que l'idée c'est aussi de baisser la pollution de l'air, puisque par exemple aujourd'hui on a à peu près 100 000 personnes en France qui meurent chaque année de façon prématurée à cause de la pollution de l'air, qu'il faut mettre fin aux passoires énergétiques, puisqu'il y a 12 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique. Donc si on fait un grand plan de rénovation des logements, eh bien on va mettre fin à ces passoires énergétiques, etc., etc. Mais en fait, pour tout ça, il faut aussi déjà expliquer dans ces médias que le dérèglement climatique a déjà des impacts très très concrets en France aujourd'hui. Et quand on parle aussi d'adaptation, je veux dire, là, dans les Outre-mer, par exemple, il y a des risques de submersion dès 2030. Enfin, donc on parle d'aujourd'hui, et si déjà on ne comprend pas ça et qu'on ne comprend pas qu'en fait on a tout à gagner à y aller, et qu'on ne raconte pas cette histoire-là aussi, eh bien, indubitablement, on perd du temps. Alors effectivement, on voit aujourd'hui qu'on est tous potentiellement concernés directement dans notre vie. Et je vous propose de regarder un reportage. Alors on va sauter un reportage, je le dis pour nos amis de la technique qui sont en haut. Nous allons passer au sujet numéro 4, urgence. Un reportage consacré à l'érosion du littoral en France. Et on voit là que justement, on est directement concerné. Mais d'abord, le littoral va-t-il disparaître, englouti par la mer? Un rapport montre qu'en grignotant les dunes et les falaises, les violentes tempêtes de l'hiver dernier ont accéléré le phénomène. Sur la côte atlantique, à certains endroits, les plages ont reculé de 30 mètres en un an. Yves Ginca, Francis Mazoyer, Philippe Dumail. Des falaises qui s'effondrent. Des plages englouties par la mer. Des immeubles menacés. Partout, l'érosion du littoral s'accélère. Sur la côte aquitaine, un rapport précise que la mer a avancé en moyenne de 10 à 30 mètres ces 12 derniers mois. Par exemple, à Lacanau. Sur cette photo, entre 2008 et 2013, l'eau progressait de 4 mètres par an. L'an dernier, elle a avancé de 20 mètres, 5 fois plus vite. La plage allait jusqu'aux vagues. Il fallait vraiment aller jusque là-bas pour aller à l'océan. La cause, les très fortes tempêtes de l'hiver dernier. 8 en tout, avec des vagues incroyablement puissantes. Sous les déferlantes, les plages aquitaines se sont affaissées de 2 à 4 mètres en moyenne. Pour enrayer cette érosion, la ville de Lacanau a construit une gigantesque digue, longue de plus d'1 kilomètre, devant le front de mer. Ça, c'est des rochers qui font à peu près 3 tonnes, entre 3 et 4 tonnes. C'est des rochers qui, justement, peuvent supporter les assauts de l'océan. Donc ces rochers-là, ils ont été faits pour, justement, nous protéger dans les années qui viennent. Un phénomène qui touche le sud-ouest, mais aussi la Normandie, le nord et la Méditerranée. Et pour ce spécialiste, l'érosion des côtes n'est pas près de s'arrêter, car le réchauffement climatique aggrave la situation. Le niveau de la mer s'élèvera probablement de quelques dizaines de centimètres au cours du prochain siècle, voire jusqu'à 1 mètre si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là, effectivement, ça rendra encore certaines parties de la côte plus fragiles par rapport à l'érosion. Cet hiver, l'érosion pourrait tout de même ralentir, à une seule condition, qu'il y ait moins de tempêtes dévastatrices sur nos côtes. Alors François, est-ce que vous pensez qu'il faudrait dans les reportages qu'on voit à la télévision ou qu'on lit dans les journaux, aller plus dans ce côté-là, être plus précis, pratique, pragmatique? C'est difficile de donner des leçons. Là, je suis surtout frappé de voir que Jean Jouzel n'a pas changé d'un iota. et qu'il y a seulement 8 ans, il était encore acceptable de porter des cravates oranges sur des chemises marron. Mais plus sérieusement, je trouve que le reportage est pas mal fait, effectivement, et qu'on a l'éclairage de Jean Jouzel qui vient effectivement alerter sur la combinaison du phénomène d'érosion lié aux tempêtes avec effectivement la hausse du niveau des mers liée au changement climatique. Ce qui me frappe très souvent, c'est que les reportages liés à la question du changement climatique sont encore assez cloisonnés, je dirais, un peu dans les pages sciences, environnement et technique des journaux télévisés ou des journaux papier d'ailleurs. Et que souvent,
le lien avec le changement climatique n'est pas fait dans de très nombreux sujets d'actualité. On a évoqué la guerre en Ukraine, on pourrait en évoquer d'autres. Et en réalité, on ne voit pas encore suffisamment, je crois, dans les médias, la question du changement climatique comme une question matricielle, c'est-à-dire comme une question qui va transformer tous les grands enjeux sociaux et politiques du XXIe siècle, qu'il s'agisse de développement, qu'il s'agisse de justice et d'inégalité, qu'il s'agisse de migration, qu'il s'agisse évidemment de paix et de sécurité, qu'il s'agisse de sécurité alimentaire et d'agriculture. Tous ces sujets vont être profondément traversés par la question climatique, mais j'ai envie de dire qu'on en est encore au stade où on va un peu compter les minutes ou le temps d'antenne consacré au climat dans des reportages dédiés. Moi, j'aimerais qu'on puisse arriver à un stade où il ne soit plus possible, en réalité, de compter le temps d'antenne dédié au climat, parce que ça serait un sujet qui innerverait l'ensemble des sujets et l'ensemble de l'actualité. De la manière qu'aujourd'hui, c'est difficile de compter les sujets consacrés, je ne sais pas, à la question des inégalités ou questions de justice sociale, parce qu'on se rend bien compte que c'est des questions qui innervent l'ensemble des sujets, qu'on n'a pas des reportages, la case inégalité ou la case justice sociale. On a encore beaucoup la case climat dans les journaux et dans les médias, et je pense que l'enjeu, c'est de faire sortir le climat de cette case. Alors justement, en parlant de cette case, une petite information qui nous est fournie par l'INA, qui a fait une étude sur les sujets liés à l'urgence climatique, à l'écologie dans les journaux en 10 ans. Depuis 10 ans, en 10 ans, en termes de durée, ils ont été multipliés par 3. Donc il y a du mieux. Mais non, il y a indéniablement un progrès. Comme vous le dites, on reste tout de même dans des sujets bien fermés, bien affichés. Et ce qui est frappant aussi, c'est que sur ce sujet, par rapport à la hausse du niveau des mers, où on voit la progression très rapide et le retrait important du trait de côte, malgré cela, on a encore volontiers tendance à voir la hausse du niveau des mers comme un impact du changement climatique très lent et très progressif pour lequel on aura encore beaucoup de temps pour s'adapter. Oui, Jean Jouzel parlait de quelques centimètres. Quelques centimètres, c'est vrai que ça ne fait pas peur. Bon, il finit en disant bien 1 sûr, mètre. mais le problème, c'est que vous avez un rapport de 1 à 100 sur une côte basse entre le niveau d'élévation de la mer et le niveau de retrait du trait de côte. En d'autres termes, pour 1 centimètre d'élévation du niveau de la mer, vous perdez 1 mètre de plage. Donc ça va très rapidement en réalité. Donc si vous avez 1 mètre d'élévation du niveau de la mer d'ici la fin du siècle, ben faites le calcul, vous perdez 100 mètres de plage. C'est considérable. Alors on voit aussi que l'écologie a bien sûr de plus en plus sa place dans la politique, et on est en période de campagne électorale, mais en même temps, pas tant que ça, même si il y a un mieux. Comment vous analysez ça ? Eh bien, je le disais tout à l'heure, donc il y a cette étude qui a été commandée par des ONG et qui est menée depuis à peu près 1 mois et qui montre qu'en fait, semaine après semaine, les sujets climatiques occupent à peu près 2,8, 2,3. C'est tombé à 1,5 juste après la sortie du volet du rapport du GIEC, du temps médiatique de la campagne et du temps de débat présidentiel sur ces sujets. Là, cette semaine, ça a changé. On est monté à 11,8%, notamment parce qu'il y a eu ce samedi donc, des marches pour le climat et qu'il y a eu aussi le débat du siècle que j'ai eu la chance de co-animer et qui en fait était enfin pas vraiment un débat, plutôt un grand oral sur l'urgence écologique avec les principaux candidats à l'élection présidentielle, donc qui avait lieu ce dimanche et nous avons fait une session de rattrapage avec Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas pu être là hier soir. Donc finalement, on voit qu'il y a tout un travail de médias indépendants, d'ONG pour essayer vraiment d'imposer ce sujet au cœur de la présidentielle. D'une certaine manière, la guerre en Ukraine le fait, mais en réalité, c'est quand même assez alarmant de voir que nous, dans le temps de parole politique, et comme le disait très bien François, malheureusement, on peut compter les sujets climatiques puisqu'ils ne sont pas vus comme quelque chose qui irrigue tous les sujets, eh bien, c'est encore très très peu présent. Et c'est assez alarmant de se dire qu'on peut avoir des grandes interviews parfois sur des chaînes télé, comme on l'a vu par exemple avec le bilan d'Emmanuel Macron en décembre sur TF1, qui a quand même duré 2 heures, et le mot écologie n'a pas été prononcé. C'est absolument en fait criminel et surtout c'est assez fou pour montrer à quel point certaines personnalités politiques, même notre président qui se targue d'être le champion de l'écologie, en fait n'ont pas opéré ce changement de paradigme
qui leur permettrait de se dire qu'évidemment qu'il faut penser tous les sujets à l'aune de cette urgence-là. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire le bilan de son quinquennat pendant 2 heures sur TF1 en heure de prime time et de ne pas parler à un seul moment d'écologie. Oui, mais on a l'impression justement que les hommes politiques, femmes politiques, ont beaucoup de mal à parler de l'écologie et que finalement, comme c'est à la mode, entre guillemets, à un moment, on va dire « Ah oui, tiens, on va parler un petit peu d'écologie », mais que ce n'est pas dans leur logiciel, comme vous dites, à peut-être 1 ou 2 exceptions près. Oui, à l'exception de candidats comme Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon, ou même Anne Hidalgo d'ailleurs, qui quand même en parle pas mal dans son programme. On sent que voilà, l'écologie est une rubrique dans le programme où on va dire ah oui, c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu en parler. Donc on va parler un petit peu de recyclage, de biodiversité, parfois de rénovation thermique des bâtiments avec des ambitions un peu différentes en fonction des candidats. Mais oui, c'est un problème aujourd'hui. Après, si on veut être un petit peu optimiste, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, à peu près tous les candidats à l'élection présidentielle et les candidates parlent d'écologie, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 10 ans. Donc, il y a quand même du mieux. Ça prouve que ce sujet-là, maintenant, en fait, ils ne peuvent pas ne pas se prononcer dessus, mais ce n'est absolument pas à la hauteur. Et quand on parle notamment, justement, du double défi qu'on a, qui est à la fois de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et d'atténuer les effets du changement climatique en s'adaptant, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la France a été condamnée à 2 reprises pour inaction climatique par le tribunal administratif et par le Conseil d'État. Donc l'un des défis du prochain président de la République ou de la prochaine présidente de la République va être de sortir la France de l'illégalité en fait et de nous remettre sur le droit chemin et sur le chemin de l'accord de Paris. Et pourtant, pour le moment, il n'y a pas un seul journaliste qui a posé cette question, par exemple, à un des candidats. Et c'est la même chose sur la question de l'adaptation. La grande majorité des candidats n'ont même pas de plan d'adaptation. Quand on parle d'érosion des côtes, c'est la question. Je veux dire, en France, on a le 2e territoire maritime mondial. On est quand même entouré par la mer. En fait, ça va toucher des millions de personnes. On parle de 1,4 million de personnes qui sont menacées d'ici à 2100, juste simplement par l'élévation du niveau des mers. Et aujourd'hui, ça pose plein de questions sur des personnes qui se disent moi, voilà, j'ai ma maison sur le littoral, j'ai pas envie de bouger, on continue à construire sur le littoral et on n'a pas de plan d'adaptation. Et ça, c'est aussi une des grandes questions sur lesquelles il faut qu'il y ait plus de reportages et il faut aussi qu'il y ait plus de questions aux politiques, en fait, en leur disant comment on s'adapte. À la décharge des politiques, il y a 2 difficultés pour parler d'écologie en politique et plus spécifiquement dans une campagne. La première, c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas du tout été formés à ces sujets et qu'ils ont parfois un peu peur d'en parler parce que c'est des sujets simplement qu'ils ne maîtrisent pas bien techniquement. C'est-à-dire qu'au cours de leur formation, on leur a parlé d'emploi, de chômage, de rigueur budgétaire, etc. Et donc, ils peuvent en parler plus facilement. Mais dès qu'ils s'aventurent sur des sujets qui sont un peu plus scientifiques, la plupart des candidats qui ont eu une formation en sciences humaines et sociales n'ont jamais eu de cours ou de formation sur ces sujets. Et donc, effectivement, craignent parfois de s'aventurer sur un terrain qu'ils ne connaissent pas très bien. Et donc, s'appuient largement sur des conseillers plutôt techniques ou sur des experts. Le deuxième problème, c'est que, il faut bien le dire, les mesures que vous devez mettre en œuvre pour répondre au changement climatique, notamment, sont des mesures qui sont largement perçues comme des mesures de contrainte et d'effort à demander aux gens. C'est-à-dire quelque chose qui est très difficile à vendre, entre guillemets, dans le débat politique. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de vendre une augmentation des salaires ou une augmentation des congés. C'est plus facile de vendre des augmentations que des réductions. C'est pour ça qu'une formule comme celle de Nicolas Sarkozy, travailler plus comme pour gagner plus, a tellement bien marché, parce que nous associons quelque part une valeur positive à l'idée du plus et une valeur négative à l'idée du moins. Et alors, ça va paraître très scolaire quand vous allez parler aux gens de la nécessité de réduire certains déplacements, de la nécessité de rénover des bâtiments, de mettre des pompes à chaleur, des doubles vitrages, etc. Ce n'est pas des trucs qui vont faire rêver les gens. Et donc c'est un vrai problème parce que le fait de parler d'écologie et de mettre en avant les mesures qui seraient nécessaires pour lutter contre le changement climatique, c'est plutôt quelque chose qui va vous faire perdre des voix plutôt que de vous faire gagner des voix. Et on ne parvient pas à sortir de ça. Alors oui, c'est un des problèmes, me semble-t-il, du discours écologique souvent, c'est que, attention, ça va être moins bien après, on va vivre moins bien.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème Bien dans sûr, le c'est quelque discours, chose qui est justement très ancré dans l'idée des gens, c'est qu'il va falloir renoncer à une partie de son confort, renoncer à une partie de ses habitudes de vie, de ses habitudes alimentaires, etc. Et si on veut tenir un discours de vérité, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on peut amoindrir ça avec toute une série de formes de compensation, qu'on peut trouver des valeurs dans autre chose et qu'on peut donner du sens à d'autres choses. Mais c'est vrai qu'en termes de confort pur ou de certaines habitudes, indéniablement, il va y avoir des efforts à faire. Et donc c'est vrai que moi, c'est tout le paradoxe, moi qui suis le directeur scientifique de la campagne de Yannick Jadot, on lui dit souvent, essaye de parler de climat le moins souvent possible, parce que ça te fait perdre des voix dans les sondages. Et donc, on a envie de lui dire, tu es déjà très associé à la question du climat, maintenant, essaye d'en parler le moins possible, parce que si tu en parles trop, c'est un truc qui va te plomber dans les sondages. Si je peux me permettre, moi justement, je pense que évidemment que c'est difficile, c'est-à-dire que c'est un challenge intellectuel qui est encore plus important pour les candidats, mais ce n'est pas du tout impossible et c'est complètement faisable. Et j'ai vraiment été frappée en interviewant les candidats à l'élection présidentielle sur ce sujet de l'urgence écologique. En fait, on leur avait laissé dans le débat du siècle 4 minutes pour présenter leur vision de l'avenir et on leur disait voilà à quoi vont ressembler nos vies très concrètement en 2030 par exemple si vous êtes élu et singulièrement, et j'ai posé la question à Yannick Jadot, je lui dis on reproche souvent aux écologistes de ne pas faire rêver, donc on vous en donne l'occasion. Et Yannick Jadot n'a pas vraiment été capable de le faire, je dois l'avouer. Et en fait, aucun candidat. Aucun. Donc des 6 candidats qu'on a reçus, donc il y avait Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Anne Hidalgo et Fabien Roussel, et aucun n'a saisi cette occasion-là et n'a été capable juste de dresser, de proposer une vision de l'avenir. Et en fait, évidemment que si on dit simplement aux gens ok, bon, la fête est finie, on va tout réduire, etc., personne n'a envie d'y aller. Mais si on dit mais regardez, c'est vers là qu'on va. Aujourd'hui, on a un certain nombre de problèmes à cause du dérèglement climatique. Et en plus, si on continue sur cette trajectoire, en fait, ça va juste être de pire en pire. Il va y avoir de plus en plus de drames, il va y avoir de plus en plus d'inégalités, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est que plutôt d'aller vers la mort, on va vers la vie. Et on va aller vers cette direction-là. Et voilà à quoi peut ressembler notre société. Et en fait, les rapports prospectifs qui imaginent, en gros, une France qui a réussi à faire face à ce défi en 2050, parlent du fait que, évidemment, ça ne va pas être que simple et que rose, hein, évidemment, mais parle aussi de tous les co-bénéfices qu'il peut y avoir à la transition, comme le fait de réduire les problèmes de santé, de réduire la pollution de l'air, d'avoir une meilleure qualité de vie, de travailler moins, donc d'avoir aussi, de reprendre aussi une forme de citoyenneté pleinement. Enfin, donc il y a vraiment tout un récit qui peut être raconté par rapport à tout ça, et je trouve que la plupart des candidats et la plupart des politiques aujourd'hui ont, je ne sais pas, soit un manque d'imagination, soit une fainéantise intellectuelle qui fait qu'ils ne sont pas capables de dessiner cette voie-là. Et donc, nécessairement, derrière, il y a moins de gens qui ont envie de les suivre. Et malheureusement, on voit plutôt émerger des discours beaucoup trop importants, que ce soit dans les médias ou d'autres personnalités qui parlent en permanence de l'écologie punitive. Et en fait, on crée des clans dans la société en disant « Ah oui, les Amish, la lampe à huile », alors que en fait, c'est pas ça le sujet. Et on a besoin de dépasser un peu ces clivages binaires, je pense, aujourd'hui. Alors, les choses évoluent tout de même, et on va le voir avec le reportage que nous allons regarder maintenant. Des fois, ça passe à travers quelqu'un d'inattendu, une petite jeune fille de 14 ans qui s'est fait connaître par un coup d'allumette, si j'ose dire, dans le monde entier. Je vous propose déjà de regarder le reportage, et je pense que vous avez compris à qui je faisais allusion. Une adolescente au visage encore enfantin. Venue de Suède jusqu'à la petite gare de Davos, au milieu des Alpes suisses, brandir devant les caméras sa pancarte de lycéenne en grève pour le climat. Greta Thunberg, 16 ans, une militante écologiste en apparence inoffensive, bien décidée pourtant à jouer les troubles faits au rendez-vous mondial des chefs d'État et des grands patrons. Qu'allez-vous leur dire à tous les gens puissants qui sont ici ? Je vais leur dire, vous avez échoué, et si on ne change pas rapidement les choses très vite, plus rien n'aura d'importance. En août dernier, Greta Thunberg décide seule de sécher l'école chaque vendredi
et de s'asseoir avec sa pancarte devant le Parlement suédois pour exiger des hommes politiques qu'ils respectent leurs engagements sur le climat. Certains disent qu'on devrait plutôt être à l'école. Mais pourquoi se construire un futur quand il n'y en aura bientôt plus ? Son message posté sur les réseaux sociaux devient en quelques semaines le cri de ralliement de toute une génération. En Australie, en Allemagne et plus récemment en Suisse et en Belgique. Plusieurs dizaines de milliers de collégiens et de lycéens l'ont aujourd'hui rejointe. Porte-parole d'un mouvement planétaire de la jeunesse pour le climat, un statut qui lui vaut aujourd'hui les salutations respectueuses de la patronne du FMI. Good morning, Greta. Bonjour Greta. J'admire ce que tu fais et ta détermination. Et l'attention des médias du monde entier. Une tribune dont cette adolescente à l'allure fragile mais au discours charismatique a décidé de se saisir pour faire passer un nouveau message sans concession. Les adultes nous disent qu'ils nous doivent de l'espoir. Mais je ne veux pas de votre espoir. Je ne veux pas que vous ayez de l'espoir. Je veux que vous paniquiez. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. À Davos, Greta Thunberg aura dormi sous cette tente par moins 18 degrés. Un visage déterminé et souriant, devenu le symbole d'une jeunesse qui n'attendra pas d'être adulte pour changer le cours de l'histoire. Image ahurissante tout de même de cette jeune fille saluée par la patronne du FMI. Paloma, pardon, allez-y. Non, je trouvais ça un peu cynique, justement, cette salutation. Mais... Bon, peut-être. Comment vous expliquez que cette jeune fille soit devenue une icône comme ça ? Certains ont dit qu'il y avait de la fabrication derrière. Sûrement, peut-être un peu, peut-être pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'après tout, il y a plein de gens qui parlent comme elle et c'est elle qui est sortie. Et puis, est-ce qu'il en faudrait plus, peut-être ? Alors, je ne saurais pas exactement expliquer toutes les origines du phénomène Greta Thunberg, mais en fait, c'est un phénomène qui est intéressant parce que ça montre aussi que, par exemple, le système médiatique, pour se saisir d'un sujet, a besoin d'incarnation. Et parfois, va peut-être un peu trop loin dans cette incarnation. C'est-à-dire que, évidemment, en fait, que le discours que tient Greta Thunberg est important, mais elle ne fait que répéter ce que disent plein d'autres personnes. Elle ne raconte pas forcément grand-chose de nouveau, mais en même temps, la force qu'elle a réussi à avoir, justement, c'est de jouer avec les règles du système. Et en fait, aujourd'hui, si on a envie de se faire entendre par un système, il faut jouer avec ces règles et donc se dire, bon, bah voilà, et donc avoir une jeune femme charismatique qui parle bien, qui a un certain caractère, qui est très alignée, très droite, parce qu'elle va aller faire des heures et des heures de train pour aller à chaque conférence internationale ou aller en voilier à New York, etc. Donc en fait, elle incarne quelque chose. Et on a besoin parfois, je pense aussi, de modèles un peu comme ça. On en a eu de tout temps. Maintenant, aujourd'hui, il y en a plein des Greta Thunberg. Il y en a plein en France, mais il y en a plein à l'étranger. Et il y a de plus en plus de figures qui commencent à émerger un peu partout dans le monde, qui sont aussi des figures des personnes qui font partie des premières impactées par le dérèglement climatique. Je pense notamment à des activistes ougandaises comme Hilda, et là je crois que c'est Nabukaye, et il y a Vanessa Nagaté, il y a Mitsitan qui est une Philippine, etc. Et en fait, c'est important aussi pour moi, et ça commence un petit peu à être le cas parce que Vanessa Nagaté a fait la couverture du Time il n'y a pas très longtemps, un peu avant la COP26. C'est important pour moi aussi que justement il y ait cette diversité qui soit mise en avant et que ce ne soit pas que Greta Thunberg qui incarne ce combat, parce qu'en fait aujourd'hui il y a des jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui se battent partout contre des projets climaticides, comme par exemple le projet là de Total en Ouganda qui est la plus grosse bombe climatique actuelle de pipeline, et en fait personne n'en parle, et c'est déjà en train de faire, en gros de tuer des personnes sur le terrain entre l'Ouganda et la Tanzanie, d'exproprier des personnes, etc., etc. Donc en fait la question c'est pourquoi pas incarner des combats, mais c'est pour que l'idéal c'est que ça puisse raconter quelque chose derrière, et qu'on dépasse simplement la dénonciation d'inaction et le fait d'alerter sur l'urgence. Ce qui a permis, je crois, à Greta Thunberg d'être ainsi comme propulsée et comme une sorte
de messagère sur ces sujets, je pense que c'était aussi beaucoup le contraste entre son apparence très juvénile et la dureté des mots qu'elle prononçait. La maturité, en fait. C'est des discours qui sont extrêmement, extrêmement durs à entendre. Et donc, même nous, scientifiques, on essaie généralement d'enrober un peu les choses d'une note d'espoir ou d'optimisme quand on dit les choses pour ne pas désespérer les gens. Et donc, il y a une très grande dureté qui s'exprime et qui vient d'un être, effectivement, qui nous apparaît comme très juvénile. Et je pense que c'est ce contraste qui, quelque part, matérialise aussi pour les gens les générations futures. C'est-à-dire que, d'un coup, les générations futures qui étaient considérées comme une entité un peu abstraite du futur, eh bien, arrivaient devant vous et étaient personnalisées dans la forme de cette adolescente. Et quelque part, si Greta Thunberg a vu quelques années de plus, avait été une jeune fille, eh bien, je pense que ça aurait marché moins bien parce qu'elle aurait moins facilement incarné ces générations futures. Alors justement, est-ce que c'est pas énervant pour vous, membres du GIEC, de voir que, oui, on lit vos rapports, ou on les lit pas d'ailleurs, mais on fait pas, il n'y a pas grand-chose derrière. Je parle des politiques, quoi, qui vous écoutent, qui vous disent sûrement, qui vous entendent, mais vous voyez pas vraiment les résultats. Ça a un côté effectivement assez rageant, parfois désespérant, mais qui, je crois, doit nous amener à nous remettre en question. C'est dire, est-ce que vraiment nous envoyons les bons messages aux politiques? Le GIEC s'est donné, par exemple, depuis sa création, pour mission d'être, je vais le dire en anglais, c'est moins facile à traduire en français, d'être policy relevant, mais pas policy prescriptive. En d'autres termes, d'être pertinent d'informer la décision publique, mais de ne pas faire de recommandations en matière de décision publique. Je ne suis pas sûr que cette posture, qui est un peu une posture attentiste au fond, soit encore tenable aujourd'hui. On comprend bien la logique au début qui était de ne pas apparaître comme étant un mouvement partisan, de ne pas prêter le flanc à des accusations de biais ou de partialité. Mais aujourd'hui, beaucoup de scientifiques et beaucoup de chercheurs, quelque part, restent encore un peu au balcon et parfois, j'ai envie de dire, crient au feu, mais répugnent parfois à aller aider les pompiers. Et moi, c'est quelque chose qui me frappe assez fort, c'est le fait que ce n'est pas bien vu du tout dans la communauté scientifique de s'engager dans le débat public. Par exemple, de s'engager pour soutenir un candidat, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu du tout dans la communauté scientifique. Et des chercheurs plus jeunes que moi, avec une position, entre guillemets, moins sécurisée, moins établie, n'oseraient jamais afficher une préférence politique, par exemple. Et ça, je pense que c'est un vrai problème qu'on a dans la communauté scientifique, c'est que nous restons trop attentistes, nous restons par souci de neutralité, nous restons volontiers au balcon sans nous engager plus directement dans les débats publics. Et après, je pense qu'il ne faut pas aller pleurer ouin-ouin sur le fait qu'on ne nous entend pas assez. À un moment donné, c'est est-ce qu'on veut vraiment être écouté? Paloma, vous pensez que les experts ont tort, justement, de ne pas s'engager? Parce que vous êtes engagé. Enfin, je ne vais pas vous demander pour qui vous votez ou pour qui il faudrait voter en termes écologiques. Non, je ne vous posais pas la question. Mais vous pensez qu'ils devraient s'engager un peu comme certains journalistes s'engagent? Je pense que c'est une question complexe parce qu'elle est très personnelle et que, en fait, on touche là aussi au nœud de cette question d'urgence écologique. C'est que quand on parlait un petit peu plus tôt des voies à tracer pour l'avenir, en fait, ce sont des choix à faire. Et ces choix, ils sont politiques, en fait. Et donc, il y a, en fait, différentes voies, enfin, il y a différents chemins pour atteindre la neutralité carbone. Donc, le fait de ne plus émettre de CO2 en 2050, ou de compenser, mais en tout cas, voilà. Mais donc, pour aller vers cette société dans laquelle on aura atténué nos émissions, on se sera adapté et en gros, on aura à peu près évité la catastrophe, eh bien, il y a plusieurs manières d'y aller.
ces voix-là, elles sont politiques. Donc en fait, je pense que ça pose vraiment une question, cette question des recommandations du GIEC, c'est-à-dire qu'il y a certaines politiques qui sont, quoi qu'il arrive, sûres, mais on voit bien que, par exemple, dans les rapports prospectifs, il y en a qui tablent tout sur la sobriété et sur l'efficacité énergétique. Donc voilà, c'est ce dont on parlait, hein, réduire un certain nombre de choses, réutiliser, recycler, etc. Mais il y en a aussi qui tablent beaucoup sur la technologie. Et donc là, à ce moment-là, c'est un choix. Et on voit bien aussi dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle qu'il y en a beaucoup qui sont quand même un peu dans cette idée de la technologie va nous sauver et puis on peut avoir une croissance verte, et d'autres qui disent non, pas du tout. Et donc à partir de là, en fait, c'est compliqué, je pense, pour des scientifiques de s'aventurer sur ces voies-là parce que ce sont des choix politiques et que déjà, il y a, on voit le temps que ça a mis pour avoir ne serait-ce qu'un consensus scientifique clair, et notamment dans le débat public sur l'urgence écologique. Donc ça me paraît compliqué. Après, il y a plein de manières de s'engager. Et en fait, il y a plein de scientifiques du GIEC aujourd'hui qui sont engagés par leur travail de formation, par le fait d'aller dans les médias, de signer certaines tribunes, etc. On l'a vu, là, par exemple, récemment, il y a eu une tribune sur France Info avec 1400 scientifiques qui appelaient les candidats à l'élection présidentielle et les médias à arrêter leur inaction climatique et à arrêter de ne pas parler d'écologie. Donc il y a plein de manières de s'engager, mais cette question politique, pour moi, elle est assez épineuse. J'aurais pas la réponse là maintenant tout de suite, mais voilà. D'où le problème. Parce que sur cette tribune, c'est assez intéressant, parce qu'on m'a évidemment proposé de la signer, oui. Et j'ai refusé de la signer, parce que je trouvais que c'était une tribune mièvre et un peu pleutre. C'est-à-dire que la tribune demandait en fait qu'on parle du climat dans les médias. Oui, j'ai envie de dire, le climat, il s'en fiche complètement qu'on parle de lui. Ce qui compte pour le climat, c'est les actions qui sont finalement engagées. Et j'avais envie de dire, si vous voulez vous engager comme scientifique, dites clairement quelle est la voie préférable, qu'est-ce que vous recommandez. Mais le simple fait de parler du climat dans les médias, quelque part, ne suffit pas. Mais c'est vrai que cette question je pense que les scientifiques à l'échelle individuelle peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand on voit ne serait-ce que simplement le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, moi j'ai souvent j'ai fait plusieurs vidéos sur les différents rapports du GIEC, donc le premier qui est sorti cet été et le dernier, des entretiens ou des vidéos de décryptage, et en fait très souvent, où je le cite parfois dans des vidéos, et très souvent en fait dans les commentaires, enfin ça arrive quand même assez souvent, j'ai des commentaires qui me disent le GIEC c'est politique, c'est un lobby, ils sont manipulés, etc., etc. Vous vous rendez compte que voilà, François expliquait très bien au début à quel point le processus du GIEC est très indépendant, les auteurs sont bénévoles, enfin voilà, on ne va pas revenir dessus ici. Je pense que la plupart des personnes qui sont ici... Sauf les Norvégiens qui reçoivent un bonus de leur gouvernement. Les personnes qui sont ici, je pense, ne se disent pas que le GIEC est un affreux lobby. Mais ça pose question parce qu'en fait, voilà, le GIEC est déjà énormément remis en question. Donc si il commençait à prendre un tournant plus politique, ce serait peut-être que ça, finalement, il serait encore plus décrédibilisé que ce qui peut l'être déjà un petit peu aujourd'hui. Alors il y a aussi, et c'est l'occasion, on va regarder une dernière archive, il faut qu'on revienne en arrière, c'est l'archive numéro 3, sur les fameuses COP, qui n'accouchent pas toujours de grand-chose de plus d'une souris, mais regardons d'abord le reportage qui y était consacré. Du blabla. Ces mots, ce sont ceux de Greta Thunberg, la jeune militante écologiste suédoise. Un coup de gueule poussé lors de la COP26 de Glasgow. Une COP, une de plus, avec ses avancées et beaucoup de scepticisme, et ça fait 26 ans que ça dure. Aucune décision concrète n'est à attendre de ce sommet de Berlin. Aucun enthousiasme, beaucoup de chaises vides. C'est le 18e sommet et on n'en attend pas grand-chose. 1995, direction Berlin pour la toute première COP, ou conférence des partis. 10 jours de discussion entre dirigeants du monde entier pour parler de climat. Et à l'époque, déjà, les journalistes étaient dubitatifs sur l'utilité d'un tel rendez-vous. 160 pays représentés au sommet de Rio en 92. Ils ne sont qu'une centaine aujourd'hui à Berlin. Et les militants écologistes n'étaient pas non plus très nombreux, quelques pauvres banderoles pour prendre à témoin les délégués à la conférence des Nations Unies sur le climat. Après la COP 1, la COP 2, puis la 3,
la 4, la 5, et à chaque fois, la même interrogation des journalistes. Encore une conférence, diront certains. On commence donc ce journal par l'épilogue d'un sommet qui devait être celui de toutes les décisions concrètes et qui semble finalement n'être que celui des promesses, une nouvelle fois. Même incertitude chez les politiques. 2009, COP15 à Copenhague. Négociations confuses, interminables. Un accord est quand même signé au bout de la nuit, mais pas par tous les pays. Même le Premier ministre danois a du mal à s'expliquer. C'est un accord. Il a été approuvé par 26 personnes, 26 membres, et je pense que d'autres vont suivre rapidement. 9 ans plus tard, en 2018, une jeune fille tire la sonnette d'alarme à la COP24. Elle s'appelle Greta Thunberg, n'a que 15 ans, et son discours fera le tour du monde. Vous prétendez aimer vos enfants plus que tout. Et pourtant, vous volez leur futur. On n'est pas venu ici pour supplier les chefs d'État de faire attention. On est venu vous dire que le changement arrive, que ça vous plaise ou non. 3 ans plus tard, nouveau discours donc de la Suédoise lors de la COP26 de Glasgow. Une COP qu'elle qualifie d'échec. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Lui dont l'un des proches collaborateurs est décédé la semaine dernière a bien du mal à retenir ses larmes. J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là, en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. Dans la salle, c'est l'ovation. À cet instant, sans doute, le président de la COP21 mesure le chemin parcouru, les heures de travail pour parvenir à un tel consensus. Dans la foulée, François Hollande appelait à faire de ce 12 décembre un jour historique. Il est rare d'avoir dans une vie l'occasion de changer le monde. Vous l'avez, cette occasion-là, de changer le monde. Saisissez-la pour que vive la planète, vive l'humanité et vive la vie. Alors François, il y avait un sous-titre, beaucoup de blabla. Est-ce que les COP, c'est pas beaucoup de blabla et que finalement on n'y change pas le monde? C'est pas leur vocation. Et donc moi, ce qui me frappe, c'est effectivement comme on ne réfléchit pas suffisamment, je pense, à l'impact médiatique des différentes COP. On a vu le sujet sur la première COP de 95 à Berlin, avec ce journaliste, j'ai cru reconnaître Étienne Lénart, qui effectivement n'en attendait pas grand-chose. Alors que, de l'avis de tous les spécialistes, cette COP a été un très grand succès. Ils se sont mis d'accord sur un mandat de négociation de 2 ans, qui a débouché sur le protocole de Kyoto 2 ans plus tard, en 1997. Je pense que l'erreur que nous commettons par rapport à ces COP, c'est d'imaginer qu'il va toujours y avoir une COP décisive qui va sauver le climat et qu'après l'affaire sera réglée et qu'on pourra chacun rentrer chez soi. La réalité, c'est que les COP sont au gouvernement du climat ce que les conseils des ministres hebdomadaires à Matignon, ou à l'Élysée, pardon, sont au gouvernement de la France. En d'autres termes, nous sommes condamnés à en avoir chaque année. Il y aura une COP 27, une COP 28, mais aussi une COP 42, une COP 57, une COP 63 et une COP 84. Et si donc à la COP 84, on se dit, ça fait 84 ans qu'on négocie, on espère qu'on va y arriver cette fois-ci, ben, à un moment donné, ça va désespérer les gens. Alors que ce qu'il faut expliquer, c'est que le but des COP, c'est de mesurer l'état des efforts de chacun, de voir comment il faut ajuster les choses, de voir comment le climat évolue, mais qu'aucune COP en elle-même n'a le pouvoir de régler la situation, parce que ce pouvoir, il est entre nos mains, entre les mains des gouvernements, des industries, et que les COP ne sont au fond que des chambres d'enregistrement. Et donc, si on attend de chaque COP un grand accord décisif, on est condamné à être perpétuellement déçu. Et le drame, j'ai envie de dire, c'est que même lorsqu'il y a de grands succès, on ne les célèbre pas. La COP 21, c'est un énorme succès diplomatique,
Et on a l'impression que ce n'est pas du tout quelque chose que François Hollande a réussi à valoriser et à créditer à son bilan. Il se trouve que, par hasard, je me trouvais le 12 décembre 2016 dans le bureau de Laurent Fabius au Conseil constitutionnel, et Fabius me dit « Est-ce que vous vous rendez compte que c'est aujourd'hui le jour anniversaire de la signature de l'accord de Paris et que personne n'en parle ? Même François Hollande ne s'en est pas rendu compte. » Et quelque part, c'était le coup de génie d'Emmanuel Macron de célébrer le 2e anniversaire de l'accord de Paris, un accord auquel il n'avait pourtant, lui, pris aucune part. Alors que nous allons devoir clore cette rencontre, merci à vous François aussi. Merci pour l'organisation. Merci d'être venu assister à cette rencontre. Petite information, la prochaine aura lieu le 3 mai, sera consacrée à l'information sur le thème dénoncer ou rendre compte et aura lieu, attention, au camp des 1000 exceptionnellement, donc pas au MUSEM. Et en revanche, la dernière réunion de cette séquence du temps des archives aura lieu le 13 mai, ici à nouveau cette fois-ci, consacrée à la technologie communiquer ou influencer. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à toutes. Merci.